En 1919, le traité de Versailles modifie la configuration de l'Europe. L'Allemagne doit payer d'énormes réparations aux Alliés. La Russie est en pleine révolution. De nouveaux pays en Europe centrale cherchent leurs identités. En 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne va ébranler tout le continent. Le 12 mars 1938, Hitler fait entrer ses troupes en Autriche pour annexer le territoire au Reich. L'Anschluss est une violation sans précédent du traité de Versailles. Pourtant, les démocraties occidentales ne réagissent pas. Hitler peut savourer son triomphe et sa revanche à Vienne. Deutschland unser neues Glied, die Nationalsozialistische Partei und die Wehrmacht unseres Reiches. Sieg heil! L'annexion de l'Autriche menace directement la souveraineté de la Tchécoslovaquie, qui sera la prochaine victime du Troisième Reich. En mai 1938, Hitler se rend en Italie. Il tient à remercier personnellement le roi Victor Emmanuel III et Mussolini pour leur soutien à l'Anschluss. En 1934, lorsqu'Hitler avait fait une première tentative d'Anschluss, l'Italie s'était rangée du côté de l'Autriche. Cette fois, elle tient à renforcer ses liens avec l'Allemagne. L'axe Berlin-Rome se consolide. Juin-juillet 1938, la Chine est le théâtre d'atroces combats. L'agression japonaise a commencé en juillet 1937. La lutte entre le gouvernement de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Tse-tung complique la situation intérieure en Chine. En 1938, les batailles se concentrent dans la partie centrale du pays. En mai, les Japonais gagnent du terrain. Le gouvernement de Chiang Kai-shek est contraint de s'exiler à Chongqing. Les partisans de Mao, soutenus par les soviétiques, repoussent les attaques japonaises avec plus de succès. En août 1938, l'armée rouge écrase les unités japonaises qui avaient investi le territoire soviétique autour du lac Chazan. Au début de septembre, Hitler ordonne à Heinlein, chef du parti nazi en Tchécoslovaquie, de faire monter la pression. Malgré les concessions du gouvernement tchécoslovaque, le sort de la minorité allemande des Sudètes fournit à Hitler le prétexte pour envahir la Tchécoslovaquie. Le 15 septembre, à Obersalzberg, le Premier ministre britannique Chamberlain approuve le plan de rattachement des Sudètes au Reich. 4 jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France font pression sur le gouvernement tchèque pour qu'il accepte les conditions d'Hitler. Au nom de la paix en Europe, le gouvernement tchécoslovaque est contraint de se soumettre à Hitler.
Le pacte signé le 29 septembre 1938 à Munich par Chamberlain, Mussolini, Daladier et Hitler doit sauver la paix en Europe. Les représentants de la Grande-Bretagne et de la France donnent leur accord pour le démembrement de la Tchécoslovaquie, leur allié. La région des Sudètes est annexée au Reich. Hitler assure que ceci satisfait ses revendications territoriales. « 1er octobre. Les Allemands des Sudètes accueillent la Wehrmacht avec enthousiasme. Les fortifications des Sudètes font maintenant partie du territoire du Reich. Après les accords de Munich, le Premier ministre britannique Chamberlain ne cache pas sa satisfaction. En France aussi, on est sûr qu'après avoir rendu à l'Allemagne ce qui était à l'Allemagne, Hitler sera apaisé. Le 2 octobre, l'armée polonaise profite du désarroi tchèque pour franchir la frontière et occuper le territoire silésien de Teschen, annexé par la Tchécoslovaquie en 1919. « 9 novembre 1938, Allemagne. Nuit de cristal. Revendication allemande à l'encontre de la Pologne. Le pogrom des Juifs dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 se solde par la mort de plusieurs dizaines d'entre eux. Cette nuit de cristal voit brûler 250 synagogues et saccager des milliers de boutiques à Nuremberg, Hambourg, Munich et Francfort. La haine nazie se déchaîne contre les Juifs allemands. Depuis octobre, l'Allemagne exprime ses revendications à l'égard de la Pologne. Dans un premier temps, le ministre du Reich, Ribbentrop, présente les exigences allemandes à l'ambassadeur Lipski. L'adhésion de la Pologne au pacte anti-Komintern, la construction de l'autoroute reliant le Reich et la Prusse orientale par la Pologne et l'inclusion de la ville libre de Danzig dans le territoire du Reich. Ces revendications menacent l'intégrité du territoire polonais. Le gouvernement polonais répond fermement « non ». À Varsovie, le défilé de la commémoration de la victoire du 11 novembre 1918 est censé dissiper les craintes face à la situation internationale et montrer une Pologne forte et déterminée à défendre sa position. L'année 1939 trouve l'Europe remplie de craintes. Le 5 janvier, Hitler renouvelle ses revendications polonaises. Le 25 janvier, Ribbentrop les confirme. 26 janvier, Espagne. L'armée nationaliste du général Franco entre à Barcelone. La guerre civile espagnole touche à sa fin. Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises, est la résidence favorite d'Hitler. C'est là qu'il accueille ses proches collaborateurs et ses invités. C'est à Berchtesgaden, le 5 janvier 1939, qu'il présente personnellement ses exigences au ministre des Affaires étrangères polonais, Joseph Beck. Le dictateur allemand espère utiliser la Pologne dans sa politique d'expansion à l'Est.
Le 25 janvier, c'est le tour du ministre des Affaires étrangères du Reich de se rendre à Varsovie. La Pologne refuse toujours d'adhérer au pacte anti-Comintern, contraire à la politique d'équilibre entre ses deux puissants voisins, Allemagne et Union soviétique. Le 26 janvier, l'armée du général Franco entre à Barcelone après une longue bataille. Ainsi se termine cette sanglante guerre civile qui a servi d'entraînement à certaines unités des armées italiennes et allemandes. Le 30 janvier, à Berlin, Hitler annonce publiquement l'anéantissement des Juifs de l'Europe en cas de guerre. La mort du pape Pie XI, le 10 février, prive le monde catholique d'un fervent accusateur du communisme et du nazisme. Ces deux dernières encycliques, publiées en 1937, dénoncent clairement les dangers des mouvements xénophobes et nationalistes en Europe. Son successeur, Eugenio Pacelli, prendra le nom de Pie XII. Le 10 mars, pour la première fois, Staline envisage d'améliorer ses relations avec Hitler. Le 15 mars, Hitler annexe la Bohême et la Moravie. Le 22 mars, l'Allemagne exige la restitution de la ville libre de Memel. Le 28 mars, les troupes du général Franco entrent à Madrid. En 1939, la position de Staline à l'égard du Reich va changer diamétralement. L'hostilité qui régnait depuis 1933 laisse la place à une possible amélioration des relations entre les deux pays. Lors du 18e congrès du Parti communiste, Staline accuse les démocraties européennes de tenter d'envenimer les relations germano-soviétiques. Cette déclaration annonce le futur pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Hitler ne se contente pas de l'annexion des Sudètes. Il oblige le président de la Tchécoslovaquie à venir à Berlin. Là, sous la contrainte, Emil Hácha donne son accord à l'entrée de la Wehrmacht en Bohême et en Moravie. Les démocraties occidentales comprennent que les exigences d'Hitler sont sans limite et que la politique d'apaisement est une impasse. Rien ne sert de discuter avec M. Hitler. À son arrivée à Prague, Hitler crée le protectorat de Bohême-Moravie sous tutelle allemande. À son retour à Berlin, Hitler est considéré comme un héros. Par sa diplomatie musclée, il permet au Reich de retrouver sa dignité bafouée par le traité de Versailles. En même temps, le 14 mars, la Slovaquie proclame son indépendance. Gouvernée par Monseigneur Tiso,
le pays devient un satellite de l'Allemagne. Jusqu'à la fin de la guerre, la Slovaquie sera un allié du Reich. Ainsi, la Pologne se trouve quasiment encerclée par l'Allemagne hostile. La Tchécoslovaquie est totalement démembrée. Les territoires habités par les minorités hongroises sont accordés à la Hongrie. Cette politique, qui a débuté en septembre 1938, modifie une fois de plus les frontières en Europe centrale. Dans les Carpates, la Pologne hérite d'un morceau de frontière commune avec la Hongrie. Hitler continue sa politique de force. Le 20 mars, il exige le rattachement de la région de Memel, où vit une importante minorité allemande. 2 jours plus tard, il obtient satisfaction. Entre-temps, le 21 mars, une fois de plus, il exige le rattachement de la ville libre de Danzig et la construction d'une autoroute reliant la Prusse orientale. Il devient évident que la Pologne sera la prochaine victime d'Hitler. En réponse aux revendications allemandes, le gouvernement polonais donne l'ordre de mobilisation partielle. Secrète, elle sera toutefois annoncée au gouvernement britannique par le biais de son ambassadeur. Traditionnellement, la cavalerie constitue le fleuron et la fierté de l'armée polonaise. Le 23 mars, la France et la Grande-Bretagne accordent leur garantie à la Pologne. Le 28 mars, l'armée du général Franco entre à Madrid. 4 jours plus tard, le 1er avril, le général annonce officiellement la fin de la guerre civile qui durait depuis 3 ans, faisant des centaines de milliers de victimes et provoquant la ruine économique du pays. Pour remercier l'Italie et l'Allemagne de leur soutien, Franco décide d'adhérer au pacte anti-Comintern. Durant toute la guerre, l'Espagne gardera sa neutralité. Toutefois, des forces espagnoles, comme la division Azul, soutiendront l'armée allemande sur le front de l'Est. Pour Franco, la reconstruction économique du pays et l'élimination des opposants politiques sont prioritaires. En mai 1939, Berlin accueille la Légion Condor, une formation d'aviation allemande envoyée par Hitler en Espagne pour soutenir Franco. C'est cette Légion Condor qui est responsable de la destruction en 1936 de la ville basque de Guernica. Le 3 avril, le commandant en chef de la Wehrmacht donne l'ordre de préparer l'invasion de la Pologne. Le 7 avril, l'Italie envahit l'Albanie. Les garanties britanniques à la Pologne constituent pour Hitler une occasion de rompre le pacte de non-agression signé entre la Pologne et le Reich en 1934. L'Allemagne se sent forte.
dès le printemps 1939, elle dispose d'un potentiel militaire lui permettant la destruction de tout ennemi éventuel. La puissance de l'armée de terre se fonde sur les forces blindées et particulièrement sur le 19e corps d'armée blindé sous le commandement du général Guderian, père de la stratégie des blindés. L'Italie mène également une politique d'expansion territoriale. Le 7 avril, avec le soutien de l'Allemagne, l'armée italienne franchit la frontière albanaise. 15 000 soldats italiens débarquent dans les ports albanais. L'armée albanaise écrasée, le roi Zog quitte son pays et s'exile en Grèce. L'attaque n'aura duré que 3 jours. Le 10 avril, toute l'Albanie est entre les mains des Italiens. Un nouveau gouvernement albanais, entièrement soumis à l'Italie, est constitué. Le 12 avril, le roi Zog est destitué. Le nouveau gouvernement offre la couronne d'Albanie au roi Victor Emmanuel III. 2 jours après, lors d'une cérémonie au Quirinal, l'Albanie est officiellement annexée à l'Italie. « 1er mai, Moscou, démission de Maxime Litvinov. 5 mai, Danzig. Une nouvelle fois, la Pologne rejette les revendications allemandes. 22 mai, signature du pacte d'acier. Mai, Mongolie. L'offensive japonaise est arrêtée. Le 1er mai, le commissaire des Affaires étrangères, Litvinov, donne sa démission. Ce partisan de l'alliance avec la France et la Grande-Bretagne est remplacé par Molotov, qui jouera un rôle clé dans le rapprochement de l'Union soviétique avec l'Allemagne. Les Polonais rejettent unanimement les revendications allemandes. Le refus de la paix à tout prix et la défense du territoire apparaissent comme la seule issue pour empêcher le Reich de continuer son expansion. La Pologne, qui n'a recouvré son indépendance qu'en 1918, après plus d'1 siècle de démembrement, multiplie les efforts pour éviter une nouvelle guerre. Mais, face aux exigences allemandes, le ministre des Affaires étrangères polonais, Beck, n'hésite plus à dénoncer la politique expansionniste de l'Allemagne. Le fond de son discours repose sur les valeurs traditionnelles, l'honneur et l'amour de la patrie. Le 22 mai, la signature du pacte d'acier renforce l'axe Rome-Berlin. Son caractère offensif ne laisse aucune illusion quant aux intentions de ses signataires. Toutefois, Mussolini n'envisage pas d'entrer en guerre avant 1943. En mai 1939, l'armée japonaise attaque la Mongolie. Le 11 mai,
Une violente bataille aéroterrestre se solde par la défaite des Soviétiques. Mais à la fin du mois, se développe la contre-offensive. Les batailles sur les rives de Chalchingol dureront jusqu'en septembre. Malgré les purges dans ses rangs, l'armée rouge réussit à repousser les attaques japonaises. Environ 40 000 officiers ont été limogés par Staline les 2 dernières années. Des milliers d'autres ont été fusillés. « 17 juillet, Varsovie. Visite du général britannique Ironside. Manifestation pro-allemande à Danzig. La visite du général Ironside, chef d'état-major de l'armée britannique en Pologne, atteste de la réalité du traité de garantie mutuelle, signé entre la France, l'Angleterre et la Pologne le 13 avril. À la suite de cette visite, la Pologne offre aux services secrets britanniques des exemplaires de la machine à chiffrer allemande Enigma, reconstituée par les ingénieurs polonais. La Pologne se prépare au pire. Pour assurer la défense antiaérienne, le gouvernement fait appel au soutien financier de la population. Le 11 juillet, à Danzig, le Sénat, dominé par les Allemands, prend de nombreuses décisions qui visent les intérêts polonais dans la ville libre. Le 8 août, commence une violente campagne anti-polonaise dans la presse. Les patrouilles polonaises sont renforcées à la frontière avec le Reich. « 23 août, Moscou. Signature du pacte germano-soviétique. 25 août, Danzig. Le Schleswig-Holstein, cuirassé allemand, s'amarre dans le port. Face à la menace de guerre, la France et l'Angleterre tentent de s'entendre avec Moscou. Mais le jeu de Staline est plus fin. À la grande surprise de toute l'Europe, le 23 août, à Moscou, Ribbentrop et Molotov signent le pacte germano-soviétique. Un protocole secret place la Finlande, l'Estonie et la Lettonie dans la zone d'influence allemande, tandis que la Pologne est tout simplement partagée entre les deux puissances sur la ligne des fleuves Narew, Vistule, San. À son retour à Berlin, Ribbentrop est accueilli en héros. Ce pacte est perçu en Allemagne comme le plus grand succès de la diplomatie allemande. Le 22 août, Hitler donne l'ordre de préparer l'attaque sur la Pologne. La date initiale de l'attaque, le 26 août, est reportée au vendredi 1er septembre. L'Angleterre et la France tentent d'ultimes négociations qui n'ont pour résultat que de retarder la mobilisation en Pologne. Le 25 août, comme chaque année, un navire-école de la marine allemande entre dans le port de Danzig. Normalement, c'est un croiseur, mais cette fois, l'Allemagne a envoyé le croiseur cuirassé Schleswig-Holstein. À bord, ses canons de 280 mm et une unité d'assaut de la Kriegsmarine correspondent mieux à la nature de l'attaque prévue. Le long de la frontière polonaise, l'Allemagne a concentré 2 millions de soldats, 3200 chars et plus de 2000 avions.
1er septembre, les troupes allemandes déferlent sur la Pologne. 17 septembre, l'armée rouge franchit la frontière polonaise. 30 septembre, Paris, constitution d'un gouvernement polonais en exil. Le 1er septembre 1939, à 4h45, le Schleswig-Holstein commence à bombarder les fortifications de Westerplatte. L'armée allemande pénètre en Pologne tout le long de la frontière. La résistance de l'armée polonaise surprend les généraux allemands. À Czestochowa, une brigade de cavalerie réussit à retenir l'assaut de la 4e division blindée. La France et la Grande-Bretagne lancent un ultimatum à l'Allemagne et exigent le retrait immédiat des troupes allemandes de Pologne. It is not the British way to go back upon obligations. And now that the possibility of conflict again exists, the government have taken steps to declare their attitude, not only to the world, but in a special message to Herr Hitler. La mobilisation générale décrétée en France et en Angleterre se déroule sans enthousiasme. Les centaines de milliers de réservistes sont dirigés vers la frontière allemande. La force française repose sur l'armée de terre. Contrairement à la Grande-Bretagne, où l'essentiel se concentre sur l'aviation et, traditionnellement, sur la Royal Navy. L'Allemagne laisse l'ultimatum sans réponse. La France et la Grande-Bretagne déclarent donc la guerre au Reich. À Varsovie, cette décision est accueillie dans l'enthousiasme. La défense de Westerplatte, la zone portuaire de Danzig, devient le symbole de l'héroïsme polonais. 7 jours durant, 200 soldats font face à l'attaque aérienne, maritime et terrestre. La stratégie allemande vise à encercler l'armée polonaise au sud et au nord. L'armée polonaise réussit à contenir l'attaque sur Varsovie, mais pas pour longtemps. Dans la capitale polonaise, la défense civile s'organise. Depuis le 8 septembre, Varsovie est violemment bombardée. L'aviation allemande ne respecte pas les consignes de la Société des Nations. Le symbole de la Croix-Rouge ne garantit pas la sécurité, comme l'attestent ces photos d'un hôpital bombardé prises par un correspondant de guerre britannique. La Luftwaffe s'acharne sur les villes polonaises. Elle n'épargne rien ni personne. En 11 jours, l'armée allemande réussit à briser la résistance de l'armée polonaise. La Wehrmacht franchit la rivière San. Dans le même temps, Staline prépare le coup de grâce de la Pologne. Le 17 septembre, à l'aube, environ 500 000 soldats et 5 000 chars soviétiques pénètrent en Pologne. Staline viole ainsi le pacte de non-agression entre la Pologne et l'Union soviétique signé en 1934.
Comble de l'infamie, les unités soviétiques prétendent apporter un soutien militaire à la Pologne. Le 19 septembre, à Brest-Litovsk, les armées allemandes et soviétiques effectuent leur jonction. Le 22 septembre, à Brest-Litovsk, le général Guderian et le commandant Krivoshin assistent au défilé conjoint des unités allemandes et soviétiques. En Pologne, l'armée rouge fait plus de 250 000 prisonniers de guerre, dont 17 000 officiers. Nombreux seront assassinés, les autres seront envoyés dans les camps de travail en Sibérie. Le 19 septembre, Hitler arrive à Danzig. Il visite Westerplatte et célèbre sa victoire éclair. Malgré l'invasion soviétique, l'armée polonaise continue à se battre. Les Allemands redoutent particulièrement la célèbre cavalerie polonaise qui attaque les unités motorisées et blindées. Le 25 septembre, plus de 400 avions et 1000 canons attaquent la ville. Hitler assiste personnellement au bombardement. À la fin septembre, Varsovie résiste encore malgré des attaques particulièrement sévères. La défense de Varsovie devient impossible. Le 28 septembre, le général Kutrzeba, reçu par le commandant de la 8e armée allemande, signe l'acte de capitulation. Le 5 octobre, à Varsovie, a lieu le défilé de la victoire. Hitler ne sait pas que ce jour-là, il échappe de peu à la mort. La première organisation de la résistance polonaise, Service pour la victoire de la Pologne, a piégé le trajet des voitures officielles. Mais les bombes ne se déclenchent pas. Dans le même temps, aux abords de la ville, ont lieu les premières exécutions de masse. Le gouvernement polonais est interné en Roumanie. Le 10 octobre, à Paris, est donc constitué le nouveau gouvernement polonais en exil. À sa tête, le général Sikorski. Le siège du gouvernement se situe d'abord à l'hôtel Regina, rue de Rivoli. Le premier but du gouvernement est la reconstitution de l'armée. Les soldats polonais affluent en France par tous les moyens. « 12 octobre, Pologne. Création par les nazis du gouvernement général de Pologne. 4 octobre, visite de Nikita Khrouchtchev en Pologne annexée par les soviétiques. Sur le front de l'Ouest commence la drôle de guerre. Octobre, la bataille sur mer prend de l'ampleur. Le 8 octobre, la Pologne du Nord-Ouest est annexée au Reich. Poznan est occupée. La Pologne centrale est transformée en gouvernement général avec Cracovie pour capitale. Le gouverneur général, Hans Frank, prendra ses fonctions en novembre.
Son quartier général sera établi à Wawel, le château des rois de Pologne. En Pologne, le règne de la terreur commence. Les premières exécutions de masse visent en particulier les intellectuels. Le 4 octobre, le premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Ukraine, Nikita Khrouchtchev, se rend sur les territoires occupés. Le 22 octobre, ont lieu les élections au Parlement populaire, entièrement manipulées par le parti. Quelques jours plus tard, la Biélorussie occidentale et l'Ukraine occidentale seront incorporées dans le territoire de l'Union soviétique. Ainsi, le régime stalinien s'installe sur la partie de la Pologne occupée par l'armée rouge. Andriy Wyszynski, le procureur général de l'Union soviétique, parle au nom de Moscou. Сегодня завершается великая освободительная эпопея народов Западной Украины, эпопея, отмеченная исторической датой 17 сентября 1939 года, когда наша могучая рабоче-крестьянская Красная Армия по приказу своей партии и своего правительства пересекла границу, отделявшую от СССР бывшее польское государство. L'armée rouge est prête à de nouvelles conquêtes. En septembre et en octobre, l'Union soviétique exige de la part des pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie, la signature d'un traité d'assistance mutuelle. Les pays baltes doivent autoriser le stationnement de l'armée rouge sur leur territoire. Les soviétiques appliquent ainsi l'une des clauses secrètes du pacte germano-soviétique. Sur le front de l'Ouest commence la drôle de guerre. La ligne Maginot fait face à la ligne Siegfried, gardée par 23 divisions allemandes. Les forces françaises et britanniques comptent 50 divisions, mais malgré cette supériorité, l'état-major français ne donne pas l'ordre d'attaque. Sur mer, la bataille a commencé au début du mois de septembre. La Kriegsmarine et les U-Boote attaquent les convois britanniques. Initialement, la marine allemande ne compte que 57 sous-marins, mais leur efficacité est redoutable. Le 14 octobre, le U-Boot U-47 attaque et coule le cuirassé britannique Royal Oak. En 3 mois, la marine allemande envoie par le fond 114 bateaux. « 30 novembre, Pologne. Le brassard frappé de l'étoile de David est imposé aux Juifs. « 30 novembre, l'Union soviétique attaque la Finlande. En Pologne commence le règne de la terreur. La cible privilégiée des Allemands est la population juive. Le 30 novembre, un décret allemand oblige tous les Juifs à porter un brassard avec l'étoile de David. Au début décembre, les premiers ghettos sont constitués. Durant les 3 premiers mois de l'occupation, les Allemands assassinent plus de 7000 Juifs. Le 30 novembre, l'Union soviétique attaque la Finlande. Malgré la supériorité de l'armée rouge, l'armée finlandaise sous le commandement du maréchal Mannerheim oppose une forte résistance. D'intenses batailles ont lieu tout le long de la côte est de la Finlande.
Pour tenter de faire pression sur Staline, la Société des Nations exclut l'Union soviétique. Le 17 décembre, le cuirassé allemand Amiral Graf Spee termine son raid en rade de Montevideo. Pour les marines britanniques et françaises, c'est un soulagement, car le corsaire allemand avait détruit pas moins de 9 navires de commerce. Le 13 décembre, l'admiral Graf Spee est surpris par 3 croiseurs de la Royal Navy, l'Exeter, l'Ajax et l'Achille. Le navire allemand, endommagé, est contraint de chercher refuge dans le port de Montevideo. Dans la bataille, le croiseur allemand perd 36 membres d'équipage et compte 60 blessés. Le navire a besoin d'importantes réparations, mais le gouvernement neutre d'Uruguay n'accorde que 72 heures au commandant Langsdorff. Celui-ci donne l'ordre de saborder l'amiral Graf Spee pour éviter la capture. Le 17 décembre, l'admiral Graf Spee se saborde au large de Montevideo. Le commandant Langsdorff se suicide 3 jours plus tard. La drôle de guerre ne concerne pas l'Atlantique. Les actions de la marine allemande obligent les Britanniques à un effort de guerre sans précédent. Le roi George VI se rend dans une base navale soutenir le moral des marins. Le cabinet de guerre de Churchill compte dans ses rangs un fervent partisan de la militarisation du Royaume-Uni, Samuel Heer. Les États-Unis continuent leur politique d'isolationnisme, représentée en Grande-Bretagne par son ambassadeur Joseph Kennedy, le père du futur président. Après la défaite de la Pologne, la marine polonaise trouve refuge en Grande-Bretagne. 3 destroyers polonais participent à l'effort de guerre britannique. À plusieurs reprises, le général Sikorski se rend dans la base navale polonaise. L'armée britannique accroît ses effectifs. Les meilleures unités sont dirigées vers la France. La ligne Maginot est le symbole de la puissance française. L'opinion publique la considère comme infranchissable. Ceci influence la doctrine militaire française qui préconise la supériorité de la défense sur l'attaque. La France, en retard d'une guerre, veille au confort de ses soldats. Cette fois, les tranchées seront en dur et les hommes pourront tenir comme ils l'ont déjà fait à Verdun 23 ans plus tôt.